Des millions l'ont regardé en direct, pensant assister à un moment historique. Au lieu de cela, ils ont vu un désastre se dérouler en seulement 73 secondes. Mais et si l'équipage était encore en vie pendant la chute? Et si la NASA avait été avertie la veille et l'avait ignorée? Et si une partie de la navette venait d'être retrouvée au fond de l'océan des décennies plus tard? Ce n'est pas l'histoire qu'on vous a apprise à l'école. Voici les choses choquantes que vous ignoriez sur la catastrophe de Challenger et une fois que vous les entendrez, vous ne la verrez plus jamais de la même façon. Allons-y. Le rêve avant le désastre, comment Challenger est né. Ce n'était pas juste une fusée. C'était un pari déguisé en progrès. Quand Challenger a décollé dans le ciel en janvier 1986, le monde pensait assister à un nouveau jalon fier du programme spatial américain. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que cette mission, comme beaucoup avant elle, était bâtie sur des années d'avertissements ignorés, de choix de conception risqués et de désespoir politique. Challenger n'a pas échoué juste à cause d'un joint en caoutchouc. Elle a échoué parce qu'elle était le produit d'un système qui rendait la sécurité optionnelle. Mais pourquoi la NASA a-t-elle poussé avec un design si fragile? Qu'est-ce qui drivait vraiment le programme spatial américain au départ? Et pourquoi le rêve du vol spatial réutilisable a-t-il commencé avec tant de drapeaux rouges? La navette spatiale. Après le retour sur Terre de la mission Apollo finale en 1972, la NASA s'est retrouvée dans une position étrange. Elle avait accompli l'impensable, posé des hommes sur la Lune et pourtant, au lieu de célébrer un financement illimité, on lui disait de réduire l'échelle. Le Congrès coupait les budgets et l'attention publique se déplaçait. Les alunisages avaient été spectaculaires, mais maintenant, les gens demandaient « et ensuite ?» La NASA devait répondre vite ou risquer de devenir obsolète. Leur solution était audacieuse, construire une navette spatiale qui pourrait être lancée encore et encore. Pas juste une fois tous les quelques années, comme Apollo, mais fréquemment jusqu'à 2 douzaines de fois par an. Elle ressemblerait et agirait plus comme un avion que comme une fusée aller simple. Elle transporterait des astronautes, des satellites, même des charges militaires en orbite et les ramènerait en sécurité. L'idée était que cela rendrait les voyages spatiaux moins chers, plus routiniers, et plus attractifs pour le gouvernement et le public. La NASA l'appelait le système de transport spatial, mais tout le monde l'appelait simplement la navette spatiale. Il la présentait comme un cheval de bataille pour le futur, un camion spatial, réutilisable qui pouvait tout faire. Mais derrière les portes closes, il y avait de sérieux problèmes. Le design ambitieux se heurtait à une réalité dure, l'argent. Le Congrès n'approuverait pas le financement dont la NASA avait besoin pour faire la version la plus sûre de ce véhicule. Donc les compromis ont commencé. L'un des choix de conception les plus critiques concernait les 2 propulseurs à propergol solide de la navette, ou SRB, Solid Rocket Booster. Ces énormes fusées cylindriques étaient attachées de chaque côté du réservoir externe de carburant de la navette. Elles fournissaient la majorité de la poussée au décollage. Mais voici le problème, l'option la plus sûre des propulseurs à propergol liquide a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus chers, plus complexes et nécessitaient plus de temps de développement. Au lieu de cela, la NASA a sélectionné des propulseurs solides fabriqués par Morton Thiokol, un contractant privé avec de forts liens politiques. Les propulseurs solides sont moins chers à fabriquer et plus simples à stocker, mais ils sont aussi bien plus dangereux. Une fois allumés, ils ne peuvent pas être éteints. Ils brûlent jusqu'à épuisement du carburant. Si quelque chose tourne mal en vol, il n'y a aucun moyen d'avorter. Dès l'allumage de ces propulseurs, l'équipage est engagé. Les SRB étaient aussi conçus en segments, une décision motivée par des préoccupations de fabrication et de transport. Au lieu de construire une fusée unique et sans couture, Morton Thiokol fabriquait les propulseurs en pièces et les boulonnait ensemble avec des joints. Ces joints étaient scellés à l'aide d'o-rings, des joints en caoutchouc censés s'expanser et empêcher les gaz chauds de s'échapper. Mais ce design venait avec une faiblesse mortelle. Si les o-rings ne scellaient pas correctement, surtout par temps froid, des gaz surchauffés pouvaient s'échapper et brûler à travers la coque du propulseur. Les ingénieurs ont signalé cette vulnérabilité dès les premiers tests. Il y avait des signes d'avertissement dès 1981. Mais parce qu'aucune navette n'avait encore été perdue, les dirigeants de la NASA considéraient les risques comme tolérables. Ils croyaient que les succès passés étaient une preuve de sécurité future. C'est une croyance qui coûterait des vies. Pendant la guerre froide, le programme de navettes de la NASA servait également d'atout militaire secret. Le département de la Défense prévoyait de l'utiliser pour lancer des satellites espions et des charges classifiées, y compris des missions secrètes depuis un site en orbite polaire en Californie.
La NASA jonglait avec la science publique, les attentes militaires et l'examen du Congrès tout en même temps. Pour sécuriser le financement, elle promettait jusqu'à 24 lancements par an, malgré que chaque navette nécessite des inspections et réparations exhaustives après chaque vol. Mais au lieu de ralentir, la NASA a accéléré. Challenger n'a jamais été conçu pour l'échec, seulement pour le spectacle. Sa forme élancée cachait des systèmes fragiles et des raccourcis dangereux. Et tandis que lancement après lancement renforçait un faux sentiment de sécurité, l'agence avançait, inconsciente ou refusant d'admettre que le désastre était déjà intégré à la machine. Nouvelle révélation choquante sur la catastrophe de Challenger. En 2022, près de 4 décennies après que Challenger se soit désintégré dans le ciel, quelque chose de glaçant a émergé sous les vagues. Une équipe de plongeurs filmant un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale au large de la Floride a découvert par hasard un objet qui ne correspondait à rien de cette époque. Ce qu'ils avaient trouvé, complètement par accident, était une section de 20 pieds de la navette spatiale Challenger, préservée sous des couches de sable et d'eau de mer. C'était l'une des pièces les plus grandes et les plus intactes de l'épave jamais récupérée, et personne ne la cherchait. Les images montraient des tuiles thermiques indiscutables encore collées à la fuselage, un rappel hantant d'une tragédie que la plupart pensaient close depuis longtemps. La découverte a forcé la NASA à émettre une rare confirmation publique, reconnaissant la trouvaille et déclarant que les débris seraient préservés, par respect pour les familles et l'héritage de l'équipage. Mais derrière les déclarations officielles, l'incident a ravivé une question qui persiste depuis 1986. Combien de choses ignorons-nous encore sur ce qui est vraiment arrivé à Challenger et pourquoi? 2 ans plus tard, en 2024, l'attention s'est reportée sur Christa McAuliffe, l'institutrice qui avait capturé les cœurs de millions. Une statue en bronze grandeur nature a été dévoilée dans son état natal du New Hampshire, la montrant en plein geste, engageante, souriante, figée. Dans l'énergie pleine d'espoir qu'elle portait dans ce lancement maudit. La statue n'était pas juste un hommage. C'était un signal que son héritage, et celui des 7 astronautes, comptent encore. À travers les salles de classe et les campus, son histoire est enseignée non comme un moment feel-good sur le vol spatial civil, mais comme une leçon sobre sur le risque, le silence et l'échec institutionnel. Puis, début 2025, un autre nom est revenu sous les projecteurs, William R. Lucas, ancien directeur du Marshall Space Flight Center de la NASA, une figure centrale pendant l'ère Challenger. Lucas est décédé à l'âge de 102 ans. Pendant des années, son nom avait été associé au programme de propulseur, celui même responsable des O-rings défaillants. Dans les suites du désastre, la commission Rogers avait pointé la culture à Marshall sous la direction de Lucas comme profondément problématique. Les ingénieurs étaient découragés de soulever des préoccupations, la dissidence était discrètement mise de côté, et les mauvaises nouvelles étaient souvent filtrées avant d'atteindre les décideurs supérieurs. Sa mort n'a pas juste provoqué des nécrologies, elle a rallumé le débat. Lucas aurait-il pu prévenir le désastre? Aurait-il dû y avoir plus de responsabilités demandées à ceux en charge? Certains insiders ont même argué que son style de management a posé le ton pour un système où la sécurité était trop facilement outrepassée par l'horaire et l'image. Dans les dernières années de sa vie, Lucas a donné peu d'interviews et n'a jamais exprimé publiquement de regrets sur les décisions prises avant le lancement. Pendant ce temps, le détail le plus brutal de toute l'histoire de Challenger continue de choquer les gens lorsqu'ils l'entendent pour la première fois. La plupart supposent que les astronautes sont morts instantanément, alors que la boule de feu engloutissait le ciel. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, au moins certains membres d'équipage étaient vivants, possiblement pleinement conscients, pendant la chute libre de 2 minutes de la navette vers l'océan Atlantique. Les preuves? 3 des 7 personnes Egress Air Pack, PEAPS, des astronautes ont été activés manuellement après la désintégration de la navette. Ces petits dispositifs d'urgence étaient conçus pour fournir de l'air respirable non pressurisé, non vital, mais une aide temporaire en cas de fumée en cabine ou de dépressurisation. Plus troublant encore, des interrupteurs du cockpit avaient été déplacés de leur position de lancement originale, indiquant que quelqu'un essayait encore de reprendre le contrôle, ou du moins de stabiliser la descente. La cabine est restée largement intacte jusqu'à ce qu'elle heurte l'océan à plus de 200 miles par heure, un impact totalement insurvivable. La NASA a initialement retenu ces détails, ne les révélant qu'après une forte pression des médias et du Congrès. Et à ce jour, l'agence évite de faire des déclarations définitives sur combien de temps l'équipage a pu rester conscient de sa situation. C'est une vérité profondément inconfortable qui n'apparaît pas dans la plupart des manuels scolaires ou des mémoriaux officiels. Mais elle souligne à quel point le désastre était évitable. Si les O-rings avaient tenu.
Si le lancement avait été retardé. Si les ingénieurs avaient été entendus. Ces moments finaux dans la cabine d'équipage n'auraient jamais dû arriver. Ce malaise est ce que le journaliste Adam Higginbotham a exploré dans son livre d'investigation de 2024, Challenger, A True Story of Heroism and Disaster on the Edge of Space. Le livre va au-delà de l'échec technique, se concentrant plutôt sur la psychologie et la bureaucratie qui ont permis cet échec. Higginbotham expose en détail troublant comment la culture de la NASA, dans les années 1980, était passée de la prudence de l'ère Apollo à une surconfiance de l'ère des navettes. Le risque était redéfini comme acceptable, les signaux d'alarme étaient rebrandés comme des anomalies, et les ingénieurs étaient subtilement appris que parler pourrait coûter leur carrière. Il décrit le lancement non comme un hasard tragique, mais comme le résultat prévisible d'un système qui avait cessé d'écouter. À travers des interviews, des mémos archivés et de nouvelles révélations, le livre montre à quel point Challenger était proche du désastre lors de plusieurs missions antérieures, et comment ces quasi-accidents ont rendu la NASA plus, et non moins susceptible de pousser sans corriger les problèmes de fond. L'une des révélations les plus controversées que Higginbotham revisite est la rumeur persistante de pression politique autour du lancement de Challenger. À l'époque, le président Ronald Reagan se préparait à prononcer son discours sur l'état de l'Union, et avoir une enseignante diffusant depuis l'espace aurait été une image puissante pour soutenir le message d'exceptionnalisme américain de son administration. Aucun ordre écrit reliant la Maison-Blanche à la décision de lancer n'a jamais été trouvé. Cependant, plusieurs managers de la NASA auraient cru qu'un autre retard reflèterait mal sur le président et ont donc choisi de pousser malgré le temps froid et les objections des ingénieurs. Tant de ce qui rendait Challenger vulnérable n'était pas la technologie. C'était la culture. Une culture qui privilégiait les délais au détail. Qui qualifiait la dissidence de déloyauté. Qui comptait sur la confiance publique plus que sur la discipline d'ingénierie. Et qui regardait un historique de quasi-accident et décidait, d'une certaine manière, que tout allait bien. Conçue pour le désastre, la fusée défectueuse que la NASA continuait à faire voler. Les propulseurs à propergol solide qui ont aidé à lancer Challenger dans le ciel n'auraient jamais dû être construits ainsi. Mais ils l'étaient segmentés, boulonnés ensemble, et scellés avec des joints en caoutchouc appelés O-rings. Cette décision, prise pour des raisons de commodité de fabrication et d'approbation politique, a créé l'une des vulnérabilités les plus dangereuses de l'histoire aérospatiale moderne. Les propulseurs étaient fabriqués en sections pour pouvoir être transportés par rail depuis l'usine du contractant en Utah. Chaque segment était joint au suivant par un joint de champ, scellé par 2 O-rings en caoutchouc. Ces anneaux étaient censés s'expanser lorsqu'exposés à la chaleur de l'allumage, scellant le joint et empêchant les gaz brûlants de s'échapper. Mais même lors des premiers vols d'essai, les choses ne se passaient pas comme prévu. Dès 1981, les ingénieurs ont remarqué de la suie noire et des marques de brûlure près des O-rings, preuve que les joints ne fonctionnaient pas toujours. Dans plusieurs missions entre 1981 et 1985, les analyses post-vol révélaient de l'érosion, des carbonisations, et même des défaillances partielles de l'O-ring primaire. Dans certains cas, seul l'O-ring secondaire, la sauvegarde, avait empêché les gaz chauds de s'échapper. C'était comme découvrir une fissure capillaire dans un barrage, mais décider de ne pas la réparer parce que l'eau n'avait pas encore percé. Pas encore. La normalisation de la déviance. Quel genre de système regarde plusieurs défaillances de joints et choisit de continuer à voler quand même? La réponse réside dans un changement d'état d'esprit dangereux, ce que les ingénieurs et sociologues appelleraient plus tard la normalisation de la déviance. L'idée est simple, si quelque chose va mal à plusieurs reprises mais ne mène pas à un désastre immédiat, les gens commencent à le traiter comme normal. Les O-rings de la navette s'érodaient. C'était un fait. Mais parce que les vols continuaient d'atterrir en sécurité, les managers ont commencé à supposer que les dommages étaient acceptables. L'érosion était reformulée comme un problème connu, pas un drapeau rouge. Et ce changement d'anomalie à attente est là où le vrai danger a commencé. Le vrai danger. L'un des ingénieurs les plus troublés par ce schéma était Roger Boisjoli, un spécialiste senior chez Morton Thiokol, le contractant responsable des propulseurs à propergol solide. Il a commencé à tirer la sonnette d'alarme en interne dès 1984, après plusieurs missions où les dommages aux O-rings étaient plus graves que tout ce qui avait été vu auparavant. Après un vol en août de cette année-là, les ingénieurs ont trouvé de la suie entre les 2 O-rings dans l'un des joints. Cela signifiait que le joint primaire avait complètement échoué. Seul le secondaire avait sauvé l'équipage. Boisjoli ne voyait pas cela comme un incident mineur. Il y voyait un signe clair que le prochain vol pourrait être fatal. Il a rédigé un mémo détaillé avertissant que si les problèmes de joint n'étaient pas résolus,
le résultat pourrait être la perte de vies humaines. Ce mémo a circulé en interne chez Morton Thiokol mais n'a pas conduit à une action. Lui et son collègue Alan MacDonald ont continué à insister sur le problème. Ils ont proposé des changements de conception. Ils ont demandé des tests dans des conditions froides. Ils ont suggéré d'ajouter un troisième O-ring pour la redondance. Mais à chaque fois, la réponse était la même, pas maintenant. Trop cher. Trop long. On ne peut pas retarder le prochain vol. Pendant ce temps, la culture interne de la NASA n'était pas conçue pour absorber ce type de résistance. Les managers étaient sous pression pour respecter les calendriers de lancement promis au Congrès, à l'armée et aux partenaires internationaux. Chaque vol réussi sans défaillance catastrophique semblait renforcer l'illusion que le système était assez sûr. Mais cette illusion avait un prix. À travers la NASA et ses contractants, les équipes d'ingénieurs généraient de plus en plus de preuves que les O-rings se dégradaient, surtout par temps froid. Une tendance troublante montrait que plus le jour de lancement était froid, plus les anneaux subissaient de dommages. Mais au lieu d'appeler à une mise à terre ou une refonte, la direction choisissait d'interpréter les données dans le sens inverse. Ils ont commencé à traiter la survie passée comme une sorte de preuve de durabilité. La logique, si on peut l'appeler ainsi, était la suivante: si les O-rings ont échoué avant mais n'ont pas causé d'explosion, alors peut-être qu'ils peuvent continuer à échouer sans conséquence. Dans les réunions privées, les ingénieurs étaient horrifiés par ce raisonnement. L'un a décrit le système de navette comme une bombe à retardement. Un autre a qualifié la conception des joints de « catastrophe en attente ». Des documents internes mettaient en garde contre le risque de « blow-by », des gaz chauds s'échappant au-delà des deux O-rings et enflammant le carburant. Ces préoccupations n'étaient pas vagues. Elles étaient modélisées mathématiquement, soutenues par des données de vol et livrées par écrit. Mais rien ne changeait. Pourquoi ? Pourquoi une équipe des esprits les plus brillants en sciences et en ingénierie permettrait-elle à un défaut connu de persister ? Parce qu'à un moment donné, le calendrier était devenu plus important que la sécurité. Le programme de navette avait promis 24 vols par an. Les équipages étaient entraînés et attendaient. Les satellites étaient programmés. Les écoliers étaient prêts à voir une enseignante flotter dans l'espace. Et personne dans la haute direction ne voulait être celui qui causerait un autre retard. D'une certaine manière, la NASA s'était enfermée elle-même. Au milieu des années 1980, chaque mission de navette avait une longue liste d'obligations envers les partenaires internationaux, les clients commerciaux, les parties prenantes militaires et le public. Les retards n'étaient pas juste gênants, ils étaient politiquement et financièrement embarrassants. Ainsi, quand les ingénieurs de Morton Thiokol ont commencé à avertir des O-rings, leur préoccupation n'était pas seulement peser contre la sécurité, mais contre l'image. Les managers ne demandaient pas « Est-ce sûr ?». Ils demandaient « Peut-on justifier d'aller de l'avant ?» Boisjoli et MacDonald ont poussé aussi fort qu'ils pouvaient. Ils ont pris la parole dans les réunions. Ils ont mis leur réputation en jeu. Et chaque fois qu'ils tentaient de tirer la sonnette d'alarme, ils étaient confrontés à des pressions pour reculer, pour penser comme des joueurs d'équipe, pour faire confiance au processus. À l'approche du lancement final de Challenger, la pression a atteint un point de rupture. Il est important de se souvenir à quel point les lancements étaient devenus routiniers à cette époque. Challenger avait volé 9 fois auparavant. Sa 10e mission, STS-51, était attendue comme un autre succès médiatique. Mais alors que les ingénieurs examinaient les prévisions météo et voyaient un front froid arriver sur Cap Canaveral, l'inquiétude s'est transformée en peur. La nuit du 27 janvier, Boisjoli et d'autres ingénieurs de Thiokol ont fortement exhorté la NASA à retarder. Ils ont averti que les O-rings n'avaient jamais été testés à des températures aussi froides. Ils craignaient que le caoutchouc durcisse, perde sa flexibilité et ne scelle pas correctement. Ils ont présenté des graphiques, des données de vol passés, des tendances d'érosion, tout ce qu'ils avaient. Initialement, leur entreprise les soutenait. Mais quand la NASA a riposté, demandant une preuve que le froid causerait une défaillance, la direction de Thiokol a cédé. Dans un moment désormais tristement célèbre, ils ont dit aux ingénieurs de « mettre leur chapeau de manager ». Et juste comme ça, l'objection a été retirée. Challenger a décollé le lendemain matin. 73 secondes plus tard, elle s'est désintégrée dans le ciel. Ce qui s'est vraiment passé pendant ces 73 secondes. À 11h38 le 28 janvier 1986, Challenger a décollé du complexe de lancement 39B au Kennedy Space Center. En surface, tout semblait normal. Le compte à rebours s'était déroulé sans accroc, les moteurs s'étaient allumés, et la navette s'était élevée dans le ciel sur une colonne de feu et de fumée.
La foule observant depuis le sol, y compris les familles de l'équipage, acclamait alors que le véhicule montait de plus en plus haut. Mais le désastre avait déjà commencé. Juste une seconde après le décollage, un panache de fumée grise a été repéré près du joint inférieur du propulseur à propergol solide droit. Les caméras l'ont capturé. C'était subtil, bref, et presque invisible à l'œil non entraîné. Mais ce panache n'était pas une fumée ordinaire. C'était le premier signe que le joint d'O-ring avait échoué. Les O-rings en caoutchouc qui scellaient les segments du propulseur étaient conçus pour s'expanser avec la chaleur et créer une barrière étanche. Mais ce matin-là, les températures avaient chuté en dessous de zéro, et les O-rings étaient rigides, trop rigides pour fléchir assez rapidement lorsque les propulseurs s'allumaient. Ce premier panache de fumée était du gaz chaud s'échappant par un petit espace dans le joint entre deux segments. Il n'aurait pas dû être là. Le gaz aurait dû être scellé à l'intérieur. Mais il ne l'était pas. Incroyablement, pendant un bref instant, la navette a continué à voler. Un petit morceau d'isolant carbonisé ou de matériaux solides, des débris détachés de l'intérieur, s'est coincé dans l'espace et a temporairement bloqué la fuite. En termes d'ingénierie, cela s'appelle un scellement temporaire par débris. En termes humains, c'était de la pure chance. Une fusée en combustion était maintenue ensemble par un morceau de débris. Challenger s'élevait dans le ciel, brûlant du carburant à un rythme furieux. Elle a traversé la région de pression aérodynamique maximale, connue sous le nom de Max Q, environ 45 secondes après le début du vol. C'est le moment où la combinaison de la vitesse et de la densité de l'air exerce le plus de stress physique sur le véhicule. Mais encore une fois, tout semblait normal. Les données de télémétrie affluaient. L'équipage était calme. Depuis le sol, tout ressemblait à un lancement parfait. À 64 secondes, le débris de scellement a cédé. Le bouchon temporaire a été soufflé sous la pression. Une flamme orange vive est apparue près de la jambe de force inférieure qui connectait le propulseur droit au réservoir externe massif. Cette flamme n'était pas juste visible, elle était mortelle. Elle brûlait latéralement, et elle était dirigée directement vers le réservoir d'hydrogène. L'hydrogène et l'oxygène étaient stockés dans deux compartiments cylindriques énormes à l'intérieur du réservoir externe. Ces propergols super refroidis étaient maintenus sous haute pression et étaient destinés à être acheminés vers les trois moteurs principaux de la navette pendant l'ascension. Mais la flamme du propulseur coupait maintenant à travers la fine peau d'aluminium du réservoir externe comme un chalumeau. En quelques secondes, elle a pénétré la structure. La pression interne dans le réservoir a commencé à se déstabiliser. À 72 secondes, la flamme était clairement visible sur plusieurs flux vidéo. À 73 secondes, c'était fini. Il n'y a pas eu d'explosion cinématographique dramatique, pas de boule de feu engloutissant tout en un seul éclat soudain. Ce qui s'est réellement passé était une désintégration structurelle. Le réservoir externe de carburant s'est rompu sous la pression, son hydrogène liquide et son oxygène liquide se mélangeant violemment et s'enflammant. Le résultat était une libération massive et incontrôlée d'énergie. La structure principale de la navette ne pouvait pas résister aux forces. L'orbiteur s'est disloqué en plein vol. Des morceaux de la navette se sont séparés instantanément. Le cône avant, la cabine d'équipage et la section de queue se sont détachés et ont chaviré sur des trajectoires distinctes. Les deux propulseurs à propergol solide, qui brûlaient encore du carburant à pleine puissance, ont continué à voler sur des trajectoires divergentes et erratiques. Ils n'étaient plus attachés à quoi que ce soit. L'un d'eux a même effectué un tonneau complet. Depuis le sol, ce que les gens ont vu ressemblait à une seule explosion. Un éclair de lumière. Une énorme boule de fumée. Puis le chaos. En réalité, la désintégration s'est produite sur plusieurs secondes, et la boule de feu n'était pas la navette elle-même, mais le résultat des propergols qui fuyaient s'enflammant dans l'atmosphère. La cabine d'équipage, située à l'avant de l'orbiteur, est restée largement intacte alors qu'elle était projetée hors du nuage. Elle a entamé une longue et terrifiante chute d'environ 2 minutes et demie vers l'océan Atlantique. De retour au sol, le silence a envahi le centre de contrôle de mission. Le Capcom, communicateur de capsule, venait de transmettre à l'équipage une instruction pour augmenter la poussée. Le commandant Dix Kobe a répondu calmement, « Roger, go at throttle up ». Ce furent les derniers mots entendus de Challenger. Quelques secondes plus tard, tous les flux de données se sont éteints. Les systèmes de la navette ont cessé de transmettre. La prise de conscience s'est rapidement répandue à l'intérieur de la NASA, avant même que le public ne comprenne ce qu'il voyait. La voix d'un contrôleur de vol a finalement brisé le silence. « Flight, nous avons un dysfonctionnement majeur. »
Les propulseurs à fusée volaient encore. Incontrôlés, dangereux et pleinement actifs, ils devaient être traités immédiatement. Les officiers de sécurité au sol ont déclenché leur système de destruction de sécurité à distance, essentiellement des explosifs intégrés conçus pour détruire les fusées errantes afin d'éviter d'autres dommages ou des pertes civiles. Les propulseurs ont été explosés intentionnellement, haut dans le ciel, loin des zones peuplées. Il faudrait des semaines aux enquêteurs pour reconstruire exactement ce qui avait mal tourné. Mais même avant d'avoir toutes les preuves, les ingénieurs savaient ce qui avait échoué. Les O-rings. Le froid. La conception des joints. Les avertissements. Les médias ont décrit l'événement comme une explosion. Mais les ingénieurs ont tiqué sur le terme. Il n'y avait pas de détonation au sens traditionnel. Il n'y avait pas d'allumage unique qui a détruit Challenger. Ce qui s'est passé était mécanique, chimique, et profondément évitable. Un joint défectueux a laissé échapper une fuite. Une flamme a percé un réservoir. Et toute la structure s'est effondrée sous le poids de mauvaises décisions et d'une fausse confiance. Ils auraient pu vivre la vérité sinistre sur la cabine d'équipage. Quand Challenger s'est désintégré 73 secondes après le lancement, le véhicule s'est disloqué dans le ciel mais pas la cabine d'équipage. Contrairement au reste de la navette, qui s'est fragmenté presque instantanément, le compartiment avant de l'équipage est resté largement intact. Il s'est séparé comme une structure unique, continuant son mouvement ascendant pendant quelques secondes avant d'entamer une longue descente incontrôlée depuis une altitude d'environ 65 000 pieds. À l'intérieur de cette cabine se trouvait cet astronaute. Pendant des années, le public a supposé qu'ils avaient été perdus au moment où la navette s'était désintégrée. Cette croyance n'était pas tout à fait exacte. En fait, certains d'entre eux étaient probablement encore en vie pendant la descente. Comment le savons-nous? Des packs d'air d'urgence, connus sous le nom de PEAPS, Personal Egress Air Pack, ont été trouvés activés manuellement. Ces systèmes portables fournissaient de l'air respirable pour de courtes périodes en cas de fumée en cabine ou de perte de ventilation. Ils n'étaient pas pressurisés et n'offraient pas une protection complète dans le vide, mais ils suggèrent une chose cruciale: quelqu'un avait la conscience et le temps de les atteindre. Et ces systèmes n'étaient pas automatisés. Ils ne pouvaient être activés qu'à la main. 3 des 7 PEAPS avaient clairement été utilisés. Ce détail a été confirmé lors de l'enquête officielle par la commission Rogers. Il a été révélé plus tard que l'un des membres d'équipage, le pilote Mike Smith, avait également manipulé les commandes du cockpit. Les enquêteurs ont découvert que plusieurs interrupteurs dans le cockpit avaient été déplacés de leur position standard de lancement. Ces interrupteurs étaient situés à des endroits qui ne pouvaient être accessibles que manuellement. Ils n'étaient pas affectés par le choc de la désintégration ou par une automatisation à bord. En d'autres termes, quelqu'un, probablement Smith, essayait de faire quelque chose pendant la chute. Le but exact de ces mouvements d'interrupteurs est encore débattu. Certains spéculent qu'ils étaient réflexes. D'autres croient qu'ils faisaient partie d'une tentative de stabiliser ou de préparer la cabine. Quoi qu'il en soit, ils nous disent quelque chose de très important. Au moins un des astronautes était conscient après que la navette se soit désintégrée. La descente a duré un peu plus de 2 minutes. C'est 120 secondes sans moteur, sans guidage et sans moyen de communiquer. L'équipage n'avait pas accès à un système de parachute. La navette n'était jamais conçue pour une éjection d'urgence ou une séparation de cabine dans ces conditions. Il n'y avait pas de source d'énergie. Les systèmes d'éclairage ont échoué. Il n'y avait pas de contact radio. L'équipage était seul. La cabine a suivi un arc élevé, montant lentement avant de commencer à tomber vers l'océan. Elle a chaviré et tourné pendant la chute libre, bien que la structure interne soit restée intacte. Pendant ce temps, la pression à l'intérieur de la cabine a probablement chuté. Une dépressurisation soudaine à cette altitude causerait une hypoxie, manque d'oxygène, qui aurait pu causer la perte de conscience des astronautes avant l'impact. Mais parce que la structure de la cabine ne s'est pas désintégrée en vol, il y a une possibilité qu'un certain niveau de pression ait été maintenu, assez pour que certains d'entre eux restent conscients pendant la descente. La cause finale de décès pour les 7 membres d'équipage a été déterminée comme l'impact avec l'océan, pas l'échec structurel initial. La cabine d'équipage a heurté l'eau à plus de 200 miles par heure. Il n'y avait aucun moyen de survivre à une telle force. La cabine s'est désintégrée au contact. Ce que les enquêteurs ont trouvé dans les jours et semaines après l'accident était profondément troublant, mais cela a aussi changé la façon dont les vaisseaux spatiaux futurs étaient conçus. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Cliquez sur la prochaine vidéo pour plus de contenu excitant.